On va démarrer l'introduction. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire donc, organisé par Cardina, filiale du groupe Quali-Consult, dans le cadre de la Semaine du développement durable. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet stratégique qui est la transformation des bureaux en logements. Alors pourquoi ce sujet? Parce que déjà c'est une réponse qui est concrète à la crise du logement en France. C'est également une opportunité pour valoriser les actifs vacants, valoriser les patrimoines, s'inscrire dans une démarche d'urbanisme qui est plus durable. Et également, c'est un thème d'actualité grâce aux évolutions réglementaires récentes sur lesquelles je reviendrai juste après. Donc, les objectifs du webinaire, en premier lieu, c'est comprendre le cadre légal et les leviers qui sont apportés par cette nouvelle loi. Identifier aussi toutes les opportunités pour tous les acteurs, parce qu'il y a des acteurs très variés. Et ensuite, on vous détaillera des solutions concrètes, on parlera des enjeux techniques et aussi on vous apportera notre expertise et notre expérience des cas pratiques. Merci Yelena. Bonjour à toutes et à tous. Alors Cardina, petite présentation rapide. On existe depuis une quinzaine d'années, filiale au sein du groupe Quali-Consult, qui lui-même existe depuis 1982. Donc nous, on est dédié principalement au patrimoine existant, dans le public, dans le privé, sur tout type de bâtiments, que ce soit du logement, du tertiaire, de l'industriel. On intervient sur l'existant, c'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement, du diagnostic, de l'état des lieux, de patrimoine existant, en l'occurrence par exemple pour des investisseurs, des gestionnaires de patrimoine, sur les différents corps d'État, les différents métiers, sur tous les items concernés par le bâtiment, donc ce que vous voyez à l'écran, sur la sécurité incendie, l'accessibilité, donc la réglementation, sur la partie amélioration énergétique des bâtiments, amélioration acoustique, réglementation acoustique, sur les structures et les fondations. Alors, soit sur des projets de réhabilitation, de transformation, comme là on va en parler, soit de réhabilitation, soit liées à des pathologies, soit liées à des modifications sur des bâtiments. Donc, obligatoirement, on a des ingénieurs et des techniciens sur tous ces domaines et surtout beaucoup de matériel d'investigation et de moyens de calcul pour pouvoir modéliser l'existant et savoir comment le transformer et à quel coût, pour un véritable accompagnement des maîtres d'ouvrage et des propriétaires de bâtiments. Voilà, je redonne la parole à Yelena pour le sommaire. Alors, quel est le programme des 30 minutes que l'on va passer ensemble? Au milieu, on va poser le contexte réglementaire. On va décrypter cette loi du 16 juin 2025. On va faire le parallèle avec les leviers financiers et réglementaires. Bien sûr, on identifiera toutes les opportunités qu'il y a pour tous les acteurs du secteur de l'aménagement, de la construction. On ira ensuite plus loin sur les défis techniques et bien sûr les solutions que l'on peut y apporter. Et nous ferons également un zoom sur des transformations multi-usages. Partager des cas pratiques avec vous et notre expérience. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, en France, il y a 9 millions de mètres carrés de bureaux vacants. C'est une surface qui est très imposante, qui est énorme. Et on a notamment 2 millions de mètres carrés de bureaux durablement inoccupés. Cela étant accentué par le Covid et le télétravail. Et pourtant, en France, on a besoin entre 370 000 et 400 000 logements par an.
Il faut savoir qu'entre 2013 et 2020, il y a uniquement 5300 logements qui ont été créés par la transformation de bureaux ou d'autres types d'exploitation. Donc, le 16 juin 2025 a été promulguée la loi qui est dite loi d'Aubier, qui va changer la donne. Ça va apporter d'une part une simplification administrative des projets, des leviers de financement, et tout ça, c'est pour accélérer les opérations de conversion entre les bureaux et les logements. Alors, l'objectif de la loi d'Aubier, 16 juin 2025. Le premier, c'est améliorer le logement des Français tout en valorisant le bâti existant. Il faut mieux loger les Français, il faut faut avoir une offre élargie de logements. Donc désormais, tous les bâtiments non résidentiels, aujourd'hui on va faire un focus sur la conversion bureau résidentiel, mais on peut aussi avoir d'autres conversions. Elle s'inscrit dans une logique d'urbanisme circulaire. On construit la ville sur la ville, on limite l'artificialisation des sols et surtout on permet de réutiliser des constructions existantes, de valoriser des patrimoines et également de décarboner la création des logements. Donc en soi, il y a 4 objectifs principaux. On accroît l'offre de logements, surtout dans les zones tendues. On réduit bien sûr la vacance immobilière dans les secteurs tertiaires. Tout à l'heure, voilà, je l'ai évoqué, 9 millions de mètres carrés de bureaux vacants en France actuellement. On limite l'artificialisation des sols et on encourage la mixité sociale et fonctionnelle dans les territoires. Alors, pour aller un peu plus loin sur cette loi d'Aubier, je vais vous parler de 4 avancées majeures. La première, ce sont les dérogations au PLU. Désormais, un maire d'une commune peut modifier le PLU pour accepter les changements de destination. Dans des zones où il était prévu de créer uniquement des activités tertiaires, il peut décider, dans le cadre d'un projet spécifique, d'autoriser le résidentiel. Ça, c'est principalement un levier pour le déblocage des projets dans les zones qui sont tendues. La deuxième avancée, ce sont les permis qui peuvent être déposés en multidestination et multi-États. Donc, il y a une réversibilité sur 20 ans. Aujourd'hui, encore une fois, on va beaucoup parler de transformation de bureaux en logements, mais l'inverse est possible également. Tout ça, c'est pour amener une flexibilité dans l'immobilier, une flexibilité aussi sur l'aménagement des zones et une valorisation de tous les actifs immobiliers, que ce soit des zones où il faut plus de RP, des zones où il faut plus de logements, des zones où il faut plus de tertiaires, voilà. Et ça, c'est une réversibilité que l'on peut avoir sur 20 ans. Il y a aussi un assouplissement des règles en copropriété. Auparavant, il fallait l'unanimité pour changer la destination d'un lot. Désormais, une majorité simple suffit et ça réduit considérablement les blocages. Et une avancée majeure qui est un levier puissant, qui est le levier financier, bien sûr, que je vais détailler un petit peu plus précisément après. Mais voilà, il y a une extension du PUP, des exonérations qui peuvent être aussi accordées. Alors, le focus sur les leviers financiers et réglementaires. Alors, réglementaire, on va parler d'abord de réglementation et je vais vous parler de la servitude de résidence principale. Donc ça permet au PLU de réserver certains secteurs, certaines zones aux résidences principales. Donc ça, c'est pour éviter en premier lieu la prolifération des meublés touristiques
Et le but dans tout ça, c'est d'avoir un habitat qui est pérenne. L'offre de logement que l'on souhaite et qui est souhaitée via cette loi, c'est une offre d'habitat pérenne. Donc ces leviers combinés, ça contribue à sécuriser la fiabilité économique, le renforcement de l'attractivité des projets pour les investisseurs et pour les collectivités. Ensuite, il y a des leviers financiers. Le premier, c'est la taxe d'aménagement. Sur les opérations de transformation, la taxe peut être automatiquement réduite et on peut avoir un abattement automatique de 50%. Bien sûr, c'est important quand on fait un investissement et des opérations comme celle-ci, le coût financier est très important. Il y a aussi une possibilité d'exonération de la taxe annuelle sur les bureaux. Ça, c'est déjà applicable en Île-de-France et en région PACA, par exemple. Et c'est conditionné à un engagement de transformation d'un bâtiment tertiaire en logement sous 4 ans. Voilà, ça, c'est vraiment pour inciter fortement les projets. Et ensuite, il y a le projet urbain partenarial, le PUP. Anciennement, on pouvait parler d'un partenariat public-privé. Donc, c'est un outil qui est contractuel et ça facilite les négociations entre les collectivités et les investisseurs. Je te laisse la main, Patrick. Alors, les opportunités, c'est vraiment on parlait de partenariat juste avant. Voilà, là, c'est vraiment un tri-partenariat entre les investisseurs, les gestionnaires de patrimoine, les collectivités sur les territoires sur lesquels on va faire ces transformations, et puis les habitants qui seront les principales intéressés au final de ces transformations. Voilà, c'est vraiment un partenariat entre ces 3 items. Alors, les investisseurs, c'est évident, ça leur permet de valoriser des actifs vacants qui leur coûtent des sous aujourd'hui, des immeubles de bureaux non occupés depuis plusieurs années. On a vu 2 millions qui sont inoccupés depuis plusieurs années. Donc, c'est un coût de portage qui est énorme. Là, ça leur permet effectivement de pouvoir mettre en activité un bâtiment inoccupé et de pouvoir valoriser ce patrimoine et donc de créer de la valeur pour eux sur ces actifs. Donc, voilà, c'est le premier point très important, c'est que voilà, il y a des gens derrière pour lesquels ça va créer de la valorisation et de l'actif. Après, les collectivités, les territoires sur lesquels vont être créés ces projets de transformation, pour eux, ça permet de redynamiser la collectivité. Le centre-ville, on parle surtout de centre-ville parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut redynamiser les centres-villes, redynamiser le commerce. Et donc, cette solution de bureaux vides en centre-ville sur lesquels on va pouvoir amener de la population, amener de la vie, du dynamisme, voilà, pour les collectivités, c'est vraiment important. On crée zéro artificialisation. Ça, c'est important aussi dans le cadre du développement durable et du respect de l'engagement, de l'objectif zéro artificialisation nette, donc uniquement de l'existant. On peut se permettre également de densifier encore plus en surélevant des bâtiments existants de logement pour créer un peu plus de densification. On en aura besoin parce qu'il y a des besoins en termes de création de logements. Ça peut aussi permettre de rendre viable un projet qui ne l'est pas avec 50 habitants, mais en mettant 70 ou 80 habitants. Voilà, ça peut permettre de rendre le projet viable. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant avec la collectivité. Et puis les habitants, encore une fois, pour eux, c'est un besoin. On a vu 400 000 logements à créer. Il n'y en a que 5 000 par le biais de la transformation, alors qu'on pourrait arriver à plusieurs dizaines, centaines de milliers de logements créés. Tout ça, voilà, dans le respect également aujourd'hui du développement durable et de la qualité de vie au niveau des habitants, donc en respectant toutes les réglementations qui permettent d'arriver à cette qualité de vie sur l'acoustique, sur la qualité de l'air, sur la thermique, sur la diminution des consommations, voilà, sur le respect de diminution des charges d'exploitation. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui fait vivre ces 3 parties en partenariat
et qui permet aujourd'hui voilà, d'avoir devant nous des beaux projets de transformation sur l'ensemble du territoire avec une activité qui peut être très, très importante. À côté de ça, il y a effectivement une faisabilité à vérifier, des diagnostics à réaliser en amont, puisque tout bâtiment libre de bureaux ne peut pas forcément être viable en projet derrière de transformation en bâtiment de logement. Donc, il y a effectivement des enjeux techniques, des solutions à trouver, des diagnostics à faire. Alors, on va démarrer pour l'investisseur, forcément, qui a, admettons, une centaine de bâtiments, de logements sur le territoire. Il sait qu'il ne pourra pas transformer ces 100 bâtiments. Donc, il sera déjà dans l'obligation de faire ce qu'on appelle un constat et un pré-diagnostic sur l'ensemble de son patrimoine. C'est un peu, si vous voulez, comme ce qui se passe pour tous les projets de surélévation, comme on dit, pour remplir les dents creuses au niveau des bâtiments en centre-ville. Les gestionnaires de patrimoine ont tout un tas de bâtiments. On va déjà faire un premier tri à partir d'une analyse documentaire, à partir d'interviews, à partir d'inspections visuelles pour analyser voilà, grossièrement la typologie du bâtiment, la vétusté du bâtiment, les contraintes créées, le besoin aussi pour la collectivité sur telle et telle zone de projet de transformation, le besoin en logement, de par les habitants, de tout ce qui est existant autour aussi pour créer de l'attractivité. Donc, on va arriver comme ça à écrémer, si je puis dire, les 100 bâtiments et en avoir, admettons, 10 au final, sur lequel on sait que voilà, derrière, il y a un vrai projet viable. On peut faire un partenariat avec la collectivité, avec les habitants, avoir un projet attractif et surtout pour l'investisseur, un retour sur investissement. Voilà, il y a quand même le côté financier, il ne faut pas se cacher, qui est quand même le plus important à la base pour créer le projet. Et sur ces 10 projets, on va pouvoir aller plus loin et là créer une vraie faisabilité, un vrai diagnostic. Et là, je repasse la parole à Yelena pour entrer un peu plus en profondeur sur ces sujets. Effectivement, une fois que le patrimoine, et je dis bien le patrimoine, voilà, est identifié, où on a entre guillemets ce go pour la transformation, on a une première approche technique, on a une première approche aussi financière. On va passer aux études plus approfondies, notamment l'étude de faisabilité, qui est composée de différents diagnostics et différentes études sur des axes principaux. Alors moi, je vais vous détailler trois grands axes. Le premier, la structure des bâtiments. Le deuxième, c'est l'adaptation sur les performances énergétiques et acoustiques et le respect des réglementations. Et ensuite, on détaillera les autres normes, incendie, accessibilité handicapée, et on vous partagera quelques cas précis, plutôt en multi-usage aussi, pour aller un petit peu plus loin que la transformation unique bâtiment tertiaire et logement. Alors, premier focus, c'est sur la structure. On a des étapes clés dans la définition et la réalisation des diagnostics. Et sur la partie structurelle, moi j'aimerais commencer par un levier facilitateur. Aujourd'hui, on sait que les trames structurelles des bâtiments de bureaux sont favorables à cette transformation. Pourquoi ? Déjà par rapport à leur capacité portante, on parle ici de charges d'exploitation et d'exploitation des bâtiments. Sur les bâtiments de bureaux, on a des charges initiales qui sont déjà plus importantes que ce qui est demandé en bâtiment d'habitation. On part sur de l'exploitation à 250 km² pour du tertiaire. On est dans l'ordre de 150 km² pour les bâtiments de logement. Donc ça, c'est un élément facilitateur. Ensuite, on a les trames. On a des trames structurelles pour permettre la création de grands espaces, comme des open space,
qui ont des portées parfois jusqu'à 12 mètres. Donc, on a des trames en poteau-poutre entre 6 à 8 mètres. Et ça permet de pouvoir intégrer un petit peu plus facilement les logements. Bien sûr, là je vous évoque des éléments facilitateurs, mais derrière, on parle d'enjeux et de défis techniques et on verra aussi les points auxquels il faut faire attention. Et notamment, quand on parle de ces grandes portées, on sait que les logements, on aime avoir des logements qui sont traversants, qui ont de la lumière. Plus on a des plateaux grands, plus il faut réfléchir au positionnement des cellules de logement pour avoir le moins de zones qui ne soient pas ouvertes sur l'extérieur. Donc voilà, ça nécessite une réflexion en amont. Voilà, ça c'est vraiment pour parler de la trame structurelle, les planchers. Ensuite, on a les interrogations à avoir sur les modifications des façades. On connaît les standards en bâtiment de logement, c'est d'avoir un accès vers l'extérieur, des balcons, des loggias, ce qui n'est pas du tout le cas, enfin, pas du tout, mais dans la grande majorité des cas, ce qui n'est pas le cas en bâtiment de bureau. Donc ça nécessite d'avoir une très bonne connaissance de la typologie des façades, des matériaux, de leur adaptabilité, pour créer ces accès sur l'extérieur. Et aussi pour aller un peu plus loin, et ça sera le parallèle sur la thermique et l'acoustique, c'est d'ajouter de l'isolant, de remplacer des systèmes, souvent de parois, de façades légères en systèmes un peu plus lourdes. Et le deuxième point qui est important, c'est la vérification des positions structurelles pour la création des gaines verticales. On le sait, en bâtiment d'habitation, elles sont nécessaires en beaucoup plus grand nombre que ce qui est présent dans les bâtiments de bureaux. Donc sur la partie thermique, on a des obligations réglementaires. Depuis déjà quelques années, on a une imposition de la réglementation énergétique 2020 sur les bâtiments d'habitation neufs et également sur des restructurations lourdes, ce qui peut être le cas dans le cas de la transformation de bureaux en logements. C'est important de connaître déjà le cadre réglementaire parce que ça va créer des contraintes. Et ce qui est surtout très important, c'est la connaissance du bâti. La connaissance du bâti, pourquoi ? Parce que ça va nous aiguiller sur les points clés à traiter, qui au sens large sont très souvent l'isolation des façades. Je le disais juste avant, on a souvent des façades légères en bâtiment de bureau. Là, il va falloir rapporter des façades plus lourdes, créer de l'isolation. Parois verticales, parois horizontales, les toitures, les planchers. On va devoir aussi intégrer des équipements performants. Et pour cela, là, on est dans du développement durable, dans de la réutilisation des éléments bâtis, équipements en place. Donc, c'est très important d'avoir un audit énergétique réalisé sur le bâtiment. Ça va nous orienter vers les actions à mener. Ça va nous estimer aussi les coûts de transformation et également les retours sur investissement que l'on pourrait avoir. Et sur le troisième grand axe, qui est sur le deuxième associé à la thermique, c'est le focus sur l'acoustique. Les bâtiments d'habitation, ils sont régis par la NRA, nouvelle réglementation acoustique. Mis à part des normes spécifiques aux open space, à quelques bâtiments de bureaux, il n'y a pas de réglementation afférente. Donc là, voilà, ça va être une contrainte à identifier pour pouvoir la solutionner et la gérer de manière simple. Et quand on parle d'isolation, on parle d'isolation au aérien, entre logements, entre circulation. Il faut savoir que le meilleur moyen d'isoler, la meilleure source d'isolation, c'est la masse. Dans les bâtiments de bureau, on a assez peu de refends. On a des systèmes de poteaux-foutres, des cloisons légères, des cloisonnettes de bureau, etc. Donc, il faut bien identifier les éléments déjà présents. On contrôle les performances existantes par des essais, par un diagnostic, par des modélisations. Donc les planchers, les cloisons, toutes les parois légères qui seraient présentes et qui pourraient être réutilisées, renforcées.
Et aussi, on s'intéresse à l'environnement et au cadre du bâtiment pour vérifier les sources de bruit extérieures. Ça, c'est en relation avec le classement des façades et la qualité de vie qu'on va avoir dans le logement. Voilà, on traite tous ces éléments-là pour faire émerger tous les points sensibles et pouvoir les anticiper. Je crois que tu n'as pas de micro. Oui, je crois que tu n'as plus de micro, Patrick. Hop, pardon, voilà, excusez-moi. Voilà, je disais oui, après ces 3 volets techniques importants, il y a bien évidemment beaucoup d'autres volets à vérifier. Pour exemple, tout ce qui concerne les réseaux et fluides, puisque bon, évidemment, par exemple, en consommation d'eau entre des bureaux et puis des logements avec X habitants, voilà, il y a une différence considérable. Ne serait-ce que pour les consommations électriques, pour le chauffage, éventuellement chauffage urbain. Donc, il y a une attention importante à avoir sur le dimensionnement des nouveaux réseaux, les raccordements à avoir vis-à-vis des réseaux enterrés qui passent dans la ville. Également, donc, un diagnostic. Alors, on l'a vu, toutes ces études de faisabilité vont nécessiter des diagnostics au niveau des structures, au niveau des façades, au niveau énergétique, au niveau acoustique, mais également voilà, au niveau reconnaissance des réseaux existants, savoir la place au niveau du sous-sol pour les nouveaux réseaux à apporter et à concevoir. Également pour les fondations. Alors, on a souvent tendance à dire sur un projet de réhabilitation, tant qu'on ne dépasse pas 10% au niveau de la surcharge, on admet que les fondations existantes, si le bâtiment, évidemment, n'est pas déjà sujet à des mouvements ou à des fissurations existantes. Donc ça nécessite aussi de vérifier ces points-là dans le cadre de l'état des lieux. Mais au-delà, effectivement, il faut vérifier les fondations existantes. Déjà, le type de fondation. Alors, on est sur des bâtiments, je vois qu'il y a une question qui est posée sur l'âge des bâtiments. Alors, on est surtout sur la tranche de bâtiments de bureaux qui ont entre 10 et 30 ans, qui n'ont pas forcément subi de réhabilitation. Pour le coup, par expérience, on a très peu de documents, très peu de plans, de DOE sur ces patrimoines. Et donc, on sera obligé de regarder plus précisément les fondations, de rechercher le type de fondation et de redimensionner ces fondations. Donc, il existe des tas d'investigations non destructives pour avoir accès à ces données. Alors ça, on va en avoir besoin, notamment pour des projets sur lesquels il n'y aura pas suffisamment de places de parking pour les habitants. Bâtiment de bureau, il n'y a pas forcément un nombre adéquat si on le transforme en bâtiment de places de parking. Donc, on sera obligé de créer des parkings souterrains. Pour autant, il faut que ça reste viable financièrement. Donc ça doit être aussi regardé dans le cadre du diagnostic de l'état des lieux et de type de faisabilité. Est-ce qu'il faut créer 1, 2, 3 niveaux de parking souterrain? Quelle est l'incidence sur les reprises en sous-œuvre, bien sûr, du bâtiment existant, mais aussi des avoisinants, il y aura lieu de regarder aussi très précisément, voilà, pour ne pas générer des désordres et des surcoûts très importants. Donc là encore, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros à dépenser, si je puis dire, pour cet état des lieux et ces diagnostics. Mais voilà, c'est pour éviter derrière des surcoûts qui seraient largement surabondants. Donc ces fondations, il faut aussi les regarder dans le cadre de création de niveaux supplémentaires. Voilà, on l'a abordé tout à l'heure, ça peut être également pour faire passer un projet viable, besoin de créer un peu plus de densification encore. Donc là, certainement, on va dépasser les 10% de surcharge et il y aura lieu de regarder aussi au niveau des fondations. Également, si on crée, Yelena le disait, il faudra mettre des balcons sur les bâtiments de bureaux qui n'en ont pas aujourd'hui, créer peut-être des coursives avec des fondations, des poteaux supplémentaires en façade. Donc tout ça va nécessiter aussi une attention particulière sur les fondations. Après, j'aime bien dire également, dans le cadre des reconnaissances,
Je prends l'exemple de la région parisienne, voilà, que je connais bien, notamment la partie nord-est de l'Île-de-France, où on a du gypse antéludien, si on veut parler technique, mais voilà, c'est du gypse à grande profondeur qui peut se dissoudre et créer des poches et créer des désordres. Et donc, dans le cadre d'un dépôt d'un PC ou d'une AT, voilà, le service des carrières, la ville de Paris, demande systématiquement des recherches de ces vides à 50 mètres de profondeur. La recherche par elle-même, voilà, c'est quelques milliers d'euros à vérifier. Alors, il y a le Paris qui est concerné, il y a les départements aussi du 93. Hein, alors, on dit que c'est un département sensible, mais il a aussi des sols sensibles, voilà, il est doublement sensible, et notamment pour les sols, voilà, ça peut générer, en cas de véracité de dissolution, des travaux d'injection qui, eux, se chiffrent en centaines de milliers d'euros et qui peuvent remettre en cause complètement le projet. Donc voilà, ça, c'est des points qu'il y a lieu de bien vérifier en amont, comme tous les autres points, pour éviter de se retrouver avec des surcoûts qui remettraient en cause la faisabilité du projet. Alors, autre possibilité intéressante, on l'a vu, et nécessaire, hein, à mon avis, dans pas mal de cas, la collectivité demandera ça en l'occurrence, et aussi pour pouvoir après avoir les locataires qui occupent l'immeuble, d'avoir une diversification et puis d'intégrer des ERP dedans pour avoir une dynamique au niveau de l'immeuble, hein, pas recréer les erreurs du passé avec des immeubles qu'on détruit aujourd'hui. Donc intégrer, voilà, des commerces pieds d'immeuble ou à différents étages, créer des salles de sport directement dans les immeubles de logement, créer des... Je prends l'exemple là de la tour qui est à côté où le projet a identifié ces commerces, ces salles de sport, un restaurant panoramique, hein, voilà, pour vraiment créer une dynamique sur ce projet. Donc, qui dit ERP, dit des contraintes supplémentaires, mais voilà, qui sont tout à fait acceptables, hein, à partir du moment où elles sont anticipées au moment du diagnostic. En fonction de l'effectif, voilà, peut-être il faudra créer, là c'était dans le cadre d'un IGH, mais des escaliers supplémentaires, des issues supplémentaires, modifier le système de désenfumage, rajouter des systèmes d'extinction automatique, limiter les charges calorifiques au niveau de ces ERP. Qui dit ERP dit également accessibilité PMR, donc ça c'est à regarder également. Au niveau des cheminements, à la fois extérieurs pour l'accès au bâtiment, à la fois cheminement intérieur, ce qui concerne les ascenseurs, ce qui concerne tous les sanitaires des ERP. Donc voilà, c'est un point supplémentaire à vérifier qui est relativement simple, mais encore faut-il l'avoir anticipé comme tous les autres points, d'où l'importance, voilà, vraiment d'un état des lieux exhaustif sur tous ces points pour ne pas avoir de surprise et surtout d'avoir une estimation financière des travaux à réaliser qui soit suffisamment pertinente et précise pour que voilà, il n'y ait pas de surprise vis-à-vis de l'investisseur qui met son argent sur ce projet et que ça soit viable avec un retour d'investissement acceptable. Alors, tu l'as très bien dit, la conclusion, qui pourrait tenir en un seul mot, mais je vais en dire un tout petit peu plus. Donc, voilà, le mot à retenir, c'est vraiment d'anticiper. Parce que donc transformer un bureau en logement, c'est un projet qui peut être complexe, mais qui est tout à fait réalisable. Et grâce aux leviers réglementaires que l'on a actuellement et cette loi d'Aubier, il y a des contraintes administratives qui sont levées. Ça passe par de l'anticipation. Donc on analyse les faisabilités, on va dire primaire sur l'identification du patrimoine. On pousse après sur l'étude technique qui doit être, elle, approfondie, hein, pour qu'on ait toutes les clés en main dès les phases de diagnostic et l'étude de faisabilité pour connaître les coûts, les investissements, les retours sur investissement et tous les enjeux techniques. Dans ces enjeux techniques, on a la conformité, on a fait un focus sur plusieurs éléments et il y a beaucoup d'éléments qui sont réglementaires.
Donc, c'est important de connaître les normes dès la conception, dès même le diagnostic. Ça garantit, bien sûr, ça sécurise le projet, ça garantit la pérennité. Et bien sûr, on a évoqué tous les acteurs, parties prenantes de ces projets. Il faut les coordonner, il faut les planifier, que chaque personne agisse, interagisse au bon moment. Et tout cela pour aboutir à un projet viable, concret, financièrement pensé et maintenant en plus facilité. Merci, merci. Merci à tous. On va lire vos questions, essayer d'y apporter une réponse claire. Alors, on a répondu à la question sur les années de construction des bâtiments. J'ai une question de Clémentine. Bonjour à tous. Les résidences étudiantes rentrent-elles dans le champ d'application de la loi juin 2025 ? Alors, la loi, elle s'applique sur tous les bâtiments non résidentiels pour être transformés en résidence. Donc, c'est de l'habitation. Les résidences étudiantes sont des bâtiments d'habitation. Plus précisément, ce sont des foyers logements avec une certaine mixité, avec des parties ERP, des parties logements. Mais ça rentre bien dans ces projets de transformation et dans la loi. On est bien sur de l'habitat pérenne et les résidences étudiantes, qui sont des habitations, sont bien comprises dedans. Et on sait le besoin qu'il y a en logement étudiant. En effet. Il y avait une deuxième question sur, donc, avez-vous des références de projets initiés et réalisés par des promoteurs privés? Patrick, tu avais évoqué, c'était plutôt mixte, le projet. Mixte, voilà, en l'occurrence, avec. Alors là, c'était pas un promoteur privé, mais bon, il y a effectivement ICAD, par exemple, pour ne pas le citer, qui crée ce type de projet. Je crois que tu en as aussi dans le sud, Yelena. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, puisque la loi Elan, déjà, avant le Covid, avait initié ces projets de transformation. Bon, ça avait plus ou moins bien marché, comme on l'a vu, voilà, 5000 logements par transformation par an, donc c'est très peu par rapport à 400 000 construits. Mais voilà, il y a quand même des promoteurs privés qui ont déjà franchi le pas ces 10 dernières années. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a certains promoteurs immobiliers qui ont créé des filiales dédiées dans la transformation des logements. Actuellement, ça répond à deux choses. La tension au niveau du nombre de logements en France, et deux aussi, la tension au niveau du foncier disponible pour la création de logements. Le fait de pouvoir transformer des actifs déjà existants, ça donne une réponse aussi aux promoteurs privés pour initier des projets dans des zones où le foncier est rare, où le foncier est cher, ou quasiment inexistant. Oui, sachant que le coût au mètre carré, plutôt le rapport financier par mètre carré est plus intéressant pour un logement aujourd'hui que pour un bureau. Vous allez me dire, ça dépend des zones, mais dans la plupart des cas, c'est plus intéressant financièrement d'avoir des mètres carrés de logement que des mètres carrés de bureau. Je lis une autre question de Magali. Donc, pour un bâtiment construit dans les années 2000, je comprends que le changement puisse être plus simple par rapport aux performances du bâtiment. Mais qu'en est-il pour des bâtiments antérieurs, notamment avant 97 ? Alors, peut-être que vous faites référence à l'amiante, avant 97. Alors, on va dire que sur les performances du bâtiment thermique, acoustique, on va être sur des réhabilitations
un petit peu plus lourde. Alors, je dirais même avant 2005, hein, parce que c'est là où on a commencé à intégrer la RT 2005, les bâtiments BBC, etc. De toute manière, on part sur 2 structurations différentes, hein, entre les bureaux et les logements. Quelles que soient, on va dire, les années de construction, il y aura des restructurations qui seront... parce que c'est pas une évolution réglementaire sur une même exploitation, c'est vraiment un changement d'exploitation. Alors, pour répondre vraiment à la question, je pense qu'antérieur à 97, là, ce qui va être pertinent, c'est la présence ou non d'amiante. Hein, on le sait, c'est un coût financier important. Par contre, sur les bâtiments des années 2000, déjà, on va avoir des structures porteuses et des structures de bâtiments qui seront souvent proches des Eurocodes. Donc, ça sera facilitateur. Ensuite, voilà, il faut bien sûr identifier et analyser chaque projet un par un. On va dire non pas par rapport à son année, mais par rapport à sa typologie. Je continue avec les questions. Nicolas qui demande, donc j'ai bien noté que la mairie pouvait accorder des dérogations, en effet, elle peut accorder des dérogations au PLU. Est-ce que ces dérogations peuvent également porter sur des obligations en matière de parking, de stationnement ou tout autre point réglementaire du PLU? Alors c'est une question qui est très précise. Et pour y répondre, il faudrait déjà analyser clairement le PLU, parce que vous savez qu'il y a chaque commune, chaque zone, chaque agglomération possède son propre PLU. Pour l'instant, dans les cas vraiment pratiques, c'est de permettre dans des zones où ce n'était pas prévu, ce n'était pas identifié comme des zones pouvant accueillir de l'habitation, de pouvoir faire des bureaux. Voilà. Après, de pouvoir faire des logements. Après, il faut que ce soit adapté, adaptable. Là, vous évoquez les obligations en matière de parking, de stationnement. La question est pertinente parce que ça peut être une facilitation de transformation dans des zones un peu exiguës. Mais Patrick le présentait tout à l'heure avec les 3 acteurs. Ce qu'il faut, c'est que l'habitat il soit adapté à un besoin. Et on sait très bien, si on a des résidences sans parking, que ce soit en extérieur, souterrain ou aux alentours, on est déjà sur une viabilité du projet et un cadre de vie qui est moins important. Donc voilà. Là, il faudrait analyser les PLU bien précisément, mais on part plus sur un principe de pouvoir faire des logements à des endroits où ce n'était pas prévu. Oui, c'est de la discussion à avoir avec la collectivité, effectivement, qui ne doit pas donner des dérogations systématiques sur ces points-là, c'est sûr. Exactement. J'ai une question structure. Alors, avez-vous déjà, donc Manuel, merci. Avez-vous déjà transformé des actifs avec des planchers en dalles précontraintes? Tu veux répondre à Patrick ou à ma connaissance, non. Enfin, j'ai pas de projet en tête avec dalles précontraintes, ce qui peut complexifier un peu la chose pour les créations de trémies ou autres, dès qu'on va taper dans la structure. Mais bon, à partir du moment où on a identifié où sont les fils et les taurons, bon, c'est un peu plus coûteux, on va dire, effectivement, parce qu'on va être obligé de taper sur des surfaces plus importantes. Mais bon, à ma connaissance, je n'ai pas de projet comme ça en tête. De projets de transformation, vraiment comme on le voit aujourd'hui, bureau tertiaire, on va dire. Voilà, tertiaire, logement, j'en ai pas non plus en tête. Par contre, des restructurations de bâtiments avec des structures précontraintes, on le voit dans des centres commerciaux ou dans des très grands bâtiments de bureaux. C'est une contrainte supplémentaire qui est identifiée déjà sur la typologie de la précontrainte. Hein. On peut être sur des dalles, on peut être sur des poutres, des systèmes de poteaux-poutres ou autres.
Mais voilà, c'est tout à fait réalisable. La seule, on va dire, l'enjeu technique, ça va être l'identification des zones propices pour la création des gaines verticales. Hein. Je le présentais juste avant, en logement, on a besoin de beaucoup plus qu'en bâtiment de bureau. Une question de Nicolas. Quelles sont, selon votre expérience, les surfaces minimales d'immeubles à partir desquelles un projet peut être envisagé de manière pertinente? Surface minimale. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de surface minimale. Il faudrait raisonner plutôt en implantation. Patrick l'évoquait tout à l'heure, le but c'est aussi des fois de combler certaines dents creuses dans les centres-villes, les redynamiser, offrir de l'offre de logement plus variée. On va avoir des fois des bâtiments de bureaux avec des surfaces plus faibles qui vont être même plus facilement transformable et où l'investissement va être beaucoup plus raisonné que si on prend un plateau de 50 000 m², enfin des plateaux de 50 000 m². Voilà, ça va être des bâtiments très conséquents où on va avoir des portées et des profondeurs de bâtiments très importantes qui vont empêcher la création de logements traversants et encore une fois, le but, c'est d'avoir un habitat agréable à vivre et qui soit bien pensé. Oui, c'est vrai que la plupart des projets de transformation qui ont eu lieu ces dernières années, on est sur des surfaces entre 3-4 000 m². Voilà. Mais après, des fois, dans des petits centres-villes de communes qui n'ont pas forcément un gros centre tertiaire, enfin des gros immeubles tertiaires. On est plutôt entre 1000 et 2000 m² sur les projets qui ont été faits. Après, voilà, comme dit Elena, c'est une équation entre le prix auquel on va pouvoir louer ou vendre le logement et puis le prix de la transformation. Et donc l'année du bâtiment, effectivement, la question posée avant 97, vont être des immeubles qui vont générer forcément plus de travaux, plus de coûts, surtout s'il y a du désamiantage. Donc voilà, c'est plus sur des surfaces, on va dire, de quelques milliers de mètres carrés que jusqu'à présent, en tout cas, ça a été fait avec de la rentabilité derrière. Et nous en avons fini avec toutes les questions qui ont été posées. Si toutefois vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Tout d'abord, merci de votre participation active. On a eu beaucoup de plaisir à préparer ce webinaire et à le présenter aujourd'hui. Dans tous les cas, le replay est disponible et que vous allez donc recevoir par mail. Et pour ma part, je reste disponible pour toute question, accompagnement sur ces enjeux techniques. Voilà, oui, un grand merci. Vous avez effectivement nos coordonnées sur le dernier slide, voilà, pour vous permettre de nous questionner si besoin ou de rentrer en contact avec nous. Ce sera avec un grand plaisir. Merci. Merci à tous. Et à tous. Bonne journée. Au revoir.